Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette émission proposée par Réalité du dialogue social. Qualité du travail et si on se parlait? Un programme en partenariat avec Ouest France et l'agence API. Le dialogue social, le sens du travail, le management, la santé mentale, depuis plusieurs années maintenant, et surtout peut-être depuis la crise du Covid, les entreprises doivent repenser leur organisation, leurs relations sociales, leur dialogue entre les employeurs et les salariés, mieux prendre en compte et plus peut-être les nouvelles attentes des salariés. Nous allons donc vous proposer plusieurs modules pour parler justement de la qualité du travail, si on en parlait. Invité de ce premier module, Marianne Salvota, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Réalité du dialogue social et vous avez exercé la profession d'avocat en droit du travail pendant une vingtaine d'années. Bienvenue. Bruno Palier, bonjour. À vos côtés. Vous êtes directeur de recherche du CNRS, affecté à Sciences Po, et vous êtes par ailleurs agrégé de sciences sociales et ancien élève de l'école normale supérieure. Bienvenue à tous les deux. Marianne Salvetar, on va commencer avec vous, puisque Réalité du dialogue social a réalisé une enquête importante auprès de plusieurs entreprises, publiques et privées, sur le thème de la qualité du travail. C'est bien ça? Tout à fait. Effectivement, donc l'association qui se veut paritaire est allée dans cette démarche à la rencontre de représentants employeurs et de représentants salariés, syndiqués ou élus du personnel. On a eu la chance d'organiser 33 entretiens avec cette question, vous l'avez indiqué, suite effectivement aux problématiques de rapport au travail, de sens au travail. La question était de se dire, finalement, aujourd'hui, si on parle du travail, de quoi parle-t-on? Et les membres de l'association sont arrivés à la conclusion que la question de la qualité du travail était un point d'entrée vraiment très important. Qu'est-ce que vous mettez derrière le terme de qualité du travail? Alors la question qui était posée lors des entretiens, c'était vraiment de dire qu'est-ce qui, pour vous, fait que vous êtes dans une démarche où vous sentez que vous avez une qualité du travail ou un travail de qualité. Et donc, on a vraiment eu aujourd'hui des représentations différentes avec en plus un périmètre assez large puisque nous avons interviewé des structures autant privées que publiques, et de taille grandes, oui, voilà, tout de à taille fait. différente. Ouais. Et puis, effectivement, avec des mandats de différents syndicats. Et alors, en 2 mots, les réponses que vous avez eues? Alors, on a, malgré cette démarche multisectorielle, vraiment une différence entre la parole syndicale et la parole employeur. Ouais. La parole salariée va plutôt se porter sur le travail réel. Est-ce que je fais un bon travail? Comment est-ce que je suis reconnue dans mon travail? Quels sont les moyens qu'on me donne? La problématique aussi des matières premières, par exemple. Ouais. Quand du côté employeur, on va plutôt porter la notion de qualité du travail sur la conformité, le résultat, le produit fini. Et c'est un petit peu comme si finalement le salarié nous racontait l'histoire de la... En fait, l'employeur, lui, il vise l'objectif, le le chiffre. chiffre. Pour Alors, pas parler nécessairement simple, que le chiffre, mais oui. au moins, en tout cas, l'aspect final de la démarche, quand le salarié, lui, va vous raconter quand on parle travail, souvent, les gens vraiment vous racontent leur histoire et leur quotidien, vous parlent du chemin. Bruno Palier, Oui. Vous avez, vous, de votre côté, mené une très importante étude avec 60 experts dans le monde du travail. Est-ce que ce que dit Marianne vous surprend ou pas? Non, ça ne me surprend pas, parce que ce qu'on retrouve dans les termes un peu plus recherche, c'est la distance ou la différence entre le monde du travail prescrit, de celui qui donne à faire, qui donne des objectifs et qui a effectivement la finalité de produire quelque chose, que ce soit un bien ou un service, mais aussi le chiffre et le résultat, et puis ce qu'on appelle le travail réel, dans l'atelier, au guichet, en back-office, etc., où là, on va plus parler du process, des conditions de travail, de la santé au travail. Ce que je rajouterais par rapport à la question, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de travaux internationaux dont nous faisons le reflet dans cet ouvrage collectif, qui ont essayé d'objectiver ce qu'on appelle la qualité du travail. En gros, on prend 6 critères, donc notamment le critère de rémunération, mais aussi le critère de conditions physiques et psychiques du travail, tel que mesuré dans les résultats ou les problèmes. Il y a aussi des indicateurs de représentation collective, donc est-ce qu'il y a des syndicats, etc., pour parler des conditions de travail. La question de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, est-ce que les horaires me permettent d'avoir une vie privée, notamment une vie familiale? Bref, on a des indicateurs. Et sur ces indicateurs-là, ce qu'on montre dans l'ouvrage, c'est que la qualité du travail en France, c'est pas terrible. En fait, c'est que comparativement à d'autres pays européens, on est plutôt bon sur la sécurité,
Mais en revanche... Sécurité, j'allais dire la sociale. Sécurité de l'emploi, oui, sécurité sociale et sécurité de l'emploi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de contrats précaires en France que dans la moyenne européenne, un peu plus de CDI, les conditions de rémunération sont plus souvent négociées. On a plus ça, c'est le rôle du de SMIC. sécurisation, de parachute. Voilà. Donc ça, c'est le point positif, si on peut dire. En revanche, du côté des conditions de travail, des accidents du travail, du côté de la représentation collective, du côté de la conciliation et de la capacité à choisir et du dialogue social, là, on est vraiment plutôt... alors parfois à la traîne, parfois simplement au milieu du gué en Europe. Marianne Salvetat, la qualité du travail, elle est pas très bonne, c'est ce que vous ont dit les 33 acteurs que vous avez rencontrés. On a eu un partage relativement cohérent sur effectivement une problématique aujourd'hui alors on peut parler de qualité empêchée ou même de climat dégradé, accidenté, les mots étaient lourds. Pourtant l'étude elle a commencé au mois de juin 2022 jusqu'en mai 2023, donc on était quand même déjà à 2 ans de la pandémie. Et puis, en parallèle, quand les gens parlent de leur travail et de la question de la qualité du travail, ils évoquent aussi ce qui les soutient. Souvent, on parle du contenu, de la possibilité d'agir sur mon travail, donc ce qui est ressorti aussi pendant la crise Covid, quand les salariés qui ont pu travailler ont témoigné du fait que délestés un petit peu trop de contraintes administratives ou de politiques gestionnaires, ils étaient un peu plus libres d'organiser leur travail. Et puis, on va retrouver aussi ce qu'on a appelé, nous, dans l'étude, les incontournables, un collectif soudé, je dirais, alors, un dialogue social, effectivement, étoffé, qui va permettre de pouvoir faire remonter les difficultés terrain, la possibilité aussi de dialoguer entre pairs, et finalement, le facteur commun de tous ces attendus, pour moi, c'était vraiment le temps. Avoir le temps de parler du travail qui, aujourd'hui, est une denrée un petit peu rare, avec l'intensification qu'évoquait Bruno, et la problématique de la pression économique pour laquelle, je dirais, employeurs et salariés ont bien attesté. Bruno Palier, vous êtes d'accord? J'imagine l'impondérable ou l'un des premiers impondérables pour une bonne qualité du travail, c'est, vous parliez tout à l'heure de conciliation, donc de dialogue, c'est ça? Un des éléments constitutifs, c'est effectivement que les salariés qui sont dans le travail réel, dans les processus de production, y compris dans les services bien sûr, c'est qu'on leur demande leur avis. Leur avis avant de fixer des objectifs sur l'organisation, peut-être même sur la stratégie de l'entreprise. En tout cas, il y a une demande de cela, une appétence de cela, et le sentiment que ce n'est pas souvent le cas en France. Alors, il y a ce côté-là. Il y a un autre côté auquel Marianne faisait allusion, c'est est-ce qu'on peut compter sur ses collègues? Est-ce qu'on peut compter sur l'organisation quand il y a des difficultés? Et là aussi, dans les comparaisons internationales, on s'aperçoit que beaucoup plus de salariés en France disent pas vraiment. Donc, il y a à peu près la moitié des salariés français qui disent « je peux compter sur les autres », mais on est à 60 ou 70% en Allemagne ou dans les pays nordiques. Donc, on a des différences ici dans la façon de construire et de vivre le collectif de travail, en fait. C'est un peu ce qu'on montre aussi dans cet ouvrage. Et est-ce qu'on peut donc y remédier à ça? Alors, la question du management, à mon avis, est clé. En tout cas, c'est ce qui est ressorti effectivement des interviews. Outre le fait que les managers étaient considérés pour une grande partie comme étant en souffrance, un petit peu aussi, tout à fait. On l'oublie souvent. Dans une crise de sens aussi, parce qu'avec des injonctions un peu contradictoires entre des objectifs de chiffres, un management bienveillant, on parle de politique du care. Voilà, il y a on redessine aujourd'hui vraiment le rôle du management et ce qu'on en attend par rapport aux attentes aussi des nouvelles générations. On parlait tout à l'heure d'équilibre, de contenu du travail, et finalement, parfois, le cadre, il se retrouve un petit peu au milieu, avec un détachement qui est regretté par beaucoup d'interviewés, avec une difficulté aussi à être en proximité. C'est-à-dire qu'on a parfois des managers qui vont être déconnectés du terrain, et donc l'une des idées aussi de pouvoir souder, de pouvoir porter, parce que ça revient aussi quand on parlait tout à l'heure de discuter du travail, quels sont les espaces, on terminera sur le dialogue social, mais il y a aussi ce qu'on appelle le dialogue professionnel dans le jargon. C'est les échanges au quotidien entre pairs, entre salariés et managers. Mais finalement, comment est-ce que je les définis? Est-ce qu'on les institutionnalise? Est-ce qu'on les cadre? Est-ce qu'on les pose? Et tout ça, ça re-questionne vraiment aujourd'hui le management dont on a envie. Et c'est une clé pour accompagner le collectif. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vu par l'enquête. Bruno Palier, dans votre longue étude, est-ce que vous avez mis en exergue des différences entre ce qu'on appelle la nouvelle génération et puis les gens plus âgés, les seniors? Est-ce que le sens au travail est le même ou pas?
Alors, nous, ce qu'on a essayé de montrer dans cet ouvrage, notamment un chapitre de Camille Pony qui s'appelle « Les jeunes et travailleurs comme les autres », c'est que sur bien des points, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les attentes vis-à-vis du travail, c'est-à-dire une bonne rémunération, des perspectives de carrière, une possibilité de faire des choses qu'on estime utiles, des vacances, et c'est à peu près les mêmes attentes par rapport aux autres salariés. Il y a peut-être une sensibilité plus forte vis-à-vis des questions environnementales, de l'impact social, mais le premier point qu'il faut faire, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité générationnelle. Au sein d'une génération, vous avez 30, 40, 50% de gens très éduqués qui vont être plus exigeants, mais ça a toujours été le cas. Et puis vous avez ce qu'on appelle aussi, dans le jargon, et on a un chapitre dessus, les NEETs, les jeunes qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en travail, qui sont là beaucoup déconnectés du marché du travail. Et donc, dans une génération, vous trouvez en fait des gens très différents. Mais je voulais revenir sur le point que Marianne disait, sur le management de proximité, sur la distance, etc. Donc on a une partie de notre ouvrage qui est consacrée aux questions d'organisation de travail du management, et il y a un chapitre de Laurent Capelletti qui montre bien l'érosion du management de proximité. C'est-à-dire qu'on a fait des économies là-dessus, on a de moins en moins de cadres en situation de véritablement pouvoir mener le management de proximité. Or, c'est la clé, montre-t-il, de la réduction de l'absentéisme, d'une productivité qualitative. On a aussi un chapitre, Olivier Gotcho, qui montre une distance croissante entre ceux qui prescrivent le travail, donc les cadres, et ceux qui le mettent en œuvre. Et cette distance, elle est géographique, c'est-à-dire que ceux qui prescrivent le travail ne travaillent plus dans les mêmes lieux que là où on le fait. Et donc, il y a la grande difficulté de faire des allers-retours, des remontées pour essayer de pouvoir faire part des difficultés de mise en œuvre, tout simplement, avant même de penser à la consultation. Je voudrais qu'on termine sur le dialogue social, puisque l'émission est portée par Réalité du dialogue social. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de dialogue social ? Alors, quand on est allé interroger, dans le cadre de l'enquête, comme je vous l'ai dit, on s'est adressé à des représentants employeurs, généralement DRH et directeurs des relations sociales, et puis des élus et des syndicats. Donc, on va avoir, je dirais, deux manières de voir le dialogue social. On a soit la négociation collective, donc c'est vraiment je négocie un accord d'entreprise avec mes syndicats, soit la partie comité. Mais ça, c'est assez formel, ça. De toute façon, dans tous les cas, c'est légal. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs. Ça, c'est un dispositif légal qui se décline dans l'entreprise, mais ce qui est important, c'est de se dire que sous cette étiquette dialogue social, on a vraiment deux réalités. Il y a ce que je négocie, et il y a aussi justement ce que fait le comité social économique, le CSE, qui, lui, dans une démarche d'information-consultation, là aussi sur le plan légal. Et finalement, dans justement la difficulté aussi pour le dialogue social de s'emparer des questions de qualité du travail, du contenu de son organisation. Et parce qu'on en parle assez peu dans ces instances. Alors en fait, c'est glissé. On les a un peu de partout. Alors comme le disait Bruno aussi, avec une démarche parfois sécuritaire, on est sur de la sécurité, donc on va en parler dans le document unique d'évaluation des risques, on va en parler dans la politique de prévention. Mais là, on parle de sécurité physique, sécurité mentale, mais on ne parle pas forcément de qualité du travail en tant que tel. Ni d'espace de dialogue sur le travail qui permettent justement de débattre. Alors, on parle par exemple des critères de... Si on prend un cas classique de deux pairs qui, sur une machine, ne seraient pas forcément d'accord, cet espace de dialogue-là, soit il se fait de manière informelle, ça peut être tout ce qui est interstitiel, parler à la machine à café de son travail. Oui. Ça fait partie de la qualité du travail. Et bien, ensuite, on a la question de cette formalisation que vous évoquez. Et souvent, le sujet, il est vu par le CSE, avec des remontées terrain. Alors, de moins en moins avec des délégués de proximité, parce que c'est quelque chose qui a, depuis les ordonnances Macron, manifestement... Qui ont été avalées par le CSE. Donc on a, en tout cas c'est ce que ressortait de l'étude, une disparition de ce réseau de proximité, donc avec moins de remontées terrain, et en parallèle une négociation aussi, alors que ce soit dans l'entreprise ou interprofessionnelle ou dans la branche, qui parfois est elle-même déconnectée. On a des difficultés de communication entre les niveaux. Ce qui fait que le dialogue social aujourd'hui, les interlocuteurs qu'on a pu avoir sont plutôt d'accord sur l'idée qu'il est temps que la qualité du travail fasse partie des sujets de négociation et de discussion, mais la difficulté sur le terrain, c'est d'entrer au plus près des préoccupations des salariés. Bruno Palier, d'ailleurs, votre livre fait ressortir parmi les 5 points importants le sens, l'utilité, l'autonomie, la perspective de carrière, donc la mobilité, la formation tout au long de son parcours, l'écoute et la reconnaissance. Et l'écoute, on est au cœur de
du dialogue social? Complètement. Donc ça, ce que vous avez cité, c'est les 5 éléments qui sont constitutifs du bien-être au travail, qu'on peut rassembler de différentes choses. Et le sentiment d'être à la fois écouté et reconnu pour ce qu'on fait est tout à fait fondamental. Et ça peut passer par le dialogue social. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Moi, je crois qu'il faut quand même rappeler sur tout ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'instance collective de discussion de l'organisation du travail en général. Ça, c'est des prérogatives qui en France sont réservées aux directions générales, alors qu'en Allemagne, en Suède, dans beaucoup d'autres, c'est quelque chose qui est discuté ensemble. Et je voudrais donner une des conséquences concrètes de cela. C'est que Marianne a rappelé que le moment de discussion autour de la machine à café, c'est un moment qui permet de mettre de l'huile dans les rouages, qui va essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Du point de vue d'une prescription du travail, d'organisation du travail pensée de loin et d'en haut, c'est du temps mort. Oui. Et quand on a mis en place en France le lean management, celui qui cherche à faire disparaître les temps morts, zéro défaut, zéro stock, zéro temps, en parlant de qualité, mais on a fait disparaître ces temps-là. Donc les temps de fluidification, de résolution de problèmes. Et donc on se retrouve dans une intensification du travail où les moments d'échange, les moments ont été qui doivent normalement faire qui partie sont totalement indispensables, y compris travail. Pour la qualité des résultats, et pas seulement la qualité du vivre au travail, mais la qualité du résultat, ont tendance à être évacués. Et ça pose un problème aujourd'hui, à la fois de vécu au travail des salariés, mais aussi de performance de l'entreprise. Allez, une petite phrase de conclusion à tous les deux. Est-ce que justement, avec nos défauts français, est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer justement ce dialogue social, cette nécessité de mieux échanger, même de façon informelle ? Alors, je dirais que ça nécessite que ce soit porté par la gouvernance, de manière certaine. Ensuite, c'est une des pistes, en tout cas de la note, c'était celle des accords, justement, qualité de vie et des conditions de travail, de manière à sortir de quelque chose d'un peu cosmétique, pour aller justement sur ces questions de si on n'a pas aujourd'hui, si on n'est pas dans une démarche d'affirmer que ces espaces-là sont des espaces importants, on n'y arrivera pas. Donc, le fait de formaliser dans des accords est une manière de poser et aussi juste de pérenniser. Parce que la difficulté aussi, c'est qu'entre le turnover salarié et les changements aussi dans l'encadrement, des décisions peuvent être prises et après, elles sont abandonnées. Alors qu'un accord collectif peut le porter dans le temps de manière à... Il faut que ça soit formalisé et institué. Co-construit et institué. Et institué. Bruno Palier. Oui, puisqu'on arrive au bout d'une séquence, celle de l'intensification qui débouche sur beaucoup trop de problèmes, de problèmes de santé au travail, etc., de sens du travail. Et donc, en arrivant à ce bout, on va se demander qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et il y a cette véritable demande de prise en compte. Et là, on est au bout du bout, là, vous dites. Quand on regarde les résultats, vous avez quand même des accidents mortels du travail 2 fois plus en France qu'en Europe. Vous avez des burn-out beaucoup plus élevés. Vous avez des problèmes de santé au travail qui sont là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à ce qui s'est parfois dit, on n'a pas de démission des Français vis-à-vis du travail. Les enquêtes que l'on publie dans cet ouvrage, elles montrent aussi que les Français restent parmi les plus attachés au travail en France, et donc il faut s'appuyer là-dessus, mais en les incluant, en demandant à l'ensemble des parties prenantes de pouvoir avoir son mot à dire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de dialogue social, un programme, vous le savez, porté par Réalité du dialogue social avec Ouest France et API. Merci à vous.